suis très content de recevoir aujourd'hui Raphaëlle Torgmann, fondatrice et CEO de Getto. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Un plaisir, en un mot, c'est quoi Getto? Getto, c'est une aventure d'abord formidable Qui a démarré quand ? qui a démarré en 2018 au service du patient. C'est la motivation principale de l'ensemble de l'équipe. Et Getto, ça veut dire, ça vient du portugais brésilien, ça veut dire c'est mon chemin, c'est notre chemin qu'on va trouver ensemble. Et pour ça, il faut beaucoup de volonté. Et tous ensemble, on a donc créé Getto, qui est un fonds qui gère aujourd'hui 534 millions d'euros pour accompagner les sociétés françaises et européennes pour développer des médicaments qui sont indispensables aujourd'hui pour des maladies qui ne sont pas servies et qui sont pour des patients très sévères. Alors, tu es basé à Paris, mais tu t'intéresses énormément aux régions. Quelques exemples. Alors, Paris, avec l'équipe qui est à la fois Paris et dans le reste de l'Europe, avec un pied aux États-Unis et une filiale aux États-Unis, très important pour justement développer ces sociétés françaises et européennes aussi sur le marché américain, mais tout en évidemment conservant et développer la recherche et développement en France, dans des régions, pas seulement Paris, mais également Strasbourg, où il y a de très grandes innovations, Besançon, Sophia Antipolis. Donc on est très fiers aussi de développer ces produits dans ces régions-là. Tu es une femme incroyable, une battante, avec une vision, avec beaucoup d'ambition. Et tu as levé l'un des plus gros fonds européens indépendants dans le domaine de la biopharma. Est-ce que c'est l'audace et le talent qui sont les clés de ton succès? Alors, d'abord, merci pour les compliments, mais j'allais dire c'est à la fois une combinaison d'être au bon moment, au bon endroit, c'est-à-dire en France et en Europe, parce qu'il y a de l'excellence de nouveau dans la recherche et développement pour faire des médicaments, combiné à une stratégie et une méthodologie, mais surtout combinée à une équipe qui est vraiment la différenciation de Getto, qui est une équipe faite de beaucoup de femmes d'abord, mais aussi beaucoup de diversité dans les compétences et en travaillant au service du patient avec du collectif. Et ça, c'est fondamental. On a besoin de mettre ensemble toutes ces compétences de nouveau au service du patient et des sociétés dans lesquelles on investit. Je pense qu'à travers le Covid, le monde s'est rendu compte de l'importance de la santé, que la santé était devenue un secteur majeur qui nous touche toutes et tous au quotidien. Et c'est aussi un domaine très difficile. La recherche est longue. Il y a peu d'élus au final. Comment on réussit ? Comment on peut réussir ? Comment on peut réussir ? On peut réussir quand justement, comme pour le Covid, on s'adresse à des pathologies, à des patients qui ont un besoin absolument urgent. Et là, on a des accélérations possibles. On l'a vu, Covid, un vaccin, 8 mois au lieu de 8 ans. Et c'est exactement la stratégie de Getto, avec l'équipe que l'on a de multiples talents sur la chaîne de valeur de la santé, comment accélérer le développement de ces médicaments. Oui, il y a des temps incompressibles, mais quand il y a la bonne exécution, on peut arriver à trouver des médicaments pour le patient et à faire ensuite de la performance pour nos investisseurs. Alors, de manière concrète, justement, comment un fonds accompagne ces innovateurs ? De manière concrète, c'est à la fois de les aider à comprendre le chemin pour aller au produit chez le patient, donc à la commercialisation, tout en intégrant toutes les étapes qui sont nécessaires à ce produit, mais il faut les anticiper, c'est-à-dire comment on va les produire. On parle d'industrialisation, donc ça c'est très important, et nous on parlait des régions, mais aussi c'est très important d'assurer l'industrialisation en France de ces médicaments. Donc il est important de les accompagner sur toutes les parties, la propriété intellectuelle, quand les brevets, on sait très bien que c'est très important, quand les brevets deviennent génériques, alors en fin de vie, le chiffre d'affaires chute brutalement, et donc la valeur est perdue, donc il faut absolument anticiper aussi la stratégie brevet. Donc c'est toutes ces parties-là, depuis la science, le développement, jusqu'à la commercialisation, en passant par l'industrialisation, le scale-up du produit pour qu'il soit accessible à tous les patients en France, en Europe et dans le monde. Tu as toujours été en avance sur les tendances. C'est quoi pour toi l'innovation santé de demain ? L'innovation santé de demain, en avance, malheureusement, il y a encore beaucoup de maladies qui ne sont pas servies.
Je crois que ce qui fait la différenciation de Géto de nouveau et au service de cette innovation de demain, c'est d'aller identifier quelles sont les populations cibles qui ont besoin de ces produits et aussi d'identifier les technologies qui vont pouvoir assurer ces traitements. Donc il y a plusieurs technologies. On a beaucoup entendu parler des ARN messagers, bien sûr, avec le Covid, mais il y a aussi la thérapie génique, la thérapie cellulaire. On a beaucoup entendu parler récemment de ce qu'on appelle les antibody drug conjugate, qui sont une nouvelle vague avec une nouvelle façon de traiter le cancer. Donc il y a la technologie, il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais c'est surtout obsession, traitement du patient. Alors on parle souvent de demain, d'innovation et des nouvelles générations, c'est justement le moment. John, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour Raphaël. Bonjour. Sur les dernières années, les typologies de projets que vous soutenez ont-ils évolué? Ils ont beaucoup évolué pour deux raisons. La première, c'est que la technologie accessible, y compris l'intelligence artificielle, permet d'avoir de plus en plus de données. Il faut savoir que dans notre domaine de l'innovation médicale, tout est publié. Et donc, il faut faire face à cette masse de données. Donc ça, c'est le premier point. Toutes les technologies ont permis d'accélérer la connaissance des données. Et donc, après, c'est quoi faire de ces données. Et donc, la richesse à la fois de ces données et des technologies, le fait que ça aille beaucoup plus vite qu'avant, on voit, avant, on disait tout à l'heure que les cycles étaient longs, fait que la qualité des projets a vraiment augmenté, à la fois en qualité et de plus en plus nombreuse. Et je voudrais signaler et insister sur la qualité de la recherche et développement en France. Et c'est pour ça qu'il faut plus d'argent et avec plus d'accompagnement de ces entrepreneurs talentueux en France et en Europe pour développer ces médicaments et ces innovations de demain. Merci beaucoup Raphaël Torchman d'avoir été notre invité. Merci. Merci à vous. Là, nous recevons le boss, le big boss, Hervé Bloch. Bonjour. Bonjour. Alors, ton entreprise, ton groupe, tu nous en dis deux mots. Avec plaisir. Je l'ai créé il y a 10 ans. En 10 ans, je suis passé de 0 à 100 salariés. Je suis passé de 0 à presque 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une idée folle, sur un rêve de gosse. Quand j'étais gosse, je voulais devenir chef de village au Club Méditerranée. Alors, je suis aussi très business. Donc, je me suis fait mon village, un village business, un village d'innovation, un village digital. Et donc, 30 fois par an, je réunis entre 50 et 700 décideurs et acteurs du digital pour créer ce village, et un village entièrement consacré à l'innovation et au business. Innovation, business. Mais avant d'être entrepreneur, tu étais toi-même salarié chez IBM, chez Imelvision. Comment on bascule? En fait, j'ai fait 15 ans chez les autres, mais je savais que j'allais être entrepreneur. Je trouve, Comment moi, tu le savais, ça? Parce que, je racontais une autre anecdote, quand j'étais petit, ma maman, elle m'a dit « Toi, tu seras commercial ». Parce que mes deux parents étaient commerciaux. Et effectivement, mais par contre, fais des études. Parce que quand on fait des études et qu'on est commercial, on peut vraiment faire du commercial à haut niveau. On peut encadrer des équipes. Alors que quand on est commercial, qu'on n'a pas fait d'études, on s'en sortira. On vendra des chaussures, on vendra des téléphones. Ce n'est pas forcément les mêmes approches. Et donc, moi, je savais que j'allais évoluer en tant que commercial, et j'avais aussi cette envie d'entreprendre, cette liberté. Finalement, le commercial ou l'entrepreneur, c'est aussi la soif de liberté, de réussite, de détermination. Mais j'ai voulu observer chez les autres. On observe beaucoup chez les autres. On fait ses armes, on fait ses premières erreurs. Et puis, quand j'étais prêt et mature, j'ai créé cette entreprise. Alors, tu passes d'un entrepreneur à un chef d'entreprise. Est-ce que toi, entrepreneur, on peut être naturellement, je sais bien, un bon chef d'entreprise? Alors, c'est deux approches radicalement différentes. Un peu comme un commercial, un très bon commercial n'est pas forcément un bon directeur commercial. Je dirais qu'un entrepreneur, il a une créativité, il a une énergie commerciale, et puis il a des capacités de gestion. Surtout au début, le cash flow, les clients, le chiffre d'affaires, les gens confondent beaucoup de choses. Tiens, j'ai fait du chiffre, je suis rentable, ah oui, mais je n'ai pas encaissé, ah oui, mais j'ai un compte de résultat, etc. Donc, on apprend, finalement. Moi, j'ai appris à être entrepreneur, j'ai appris à être chef d'entreprise. Ça s'apprend, hein. Ça s'apprend, c'est l'expérience. Il faut vivre avec un chef d'entreprise, avec un entrepreneur pour le devenir. Et en vrai, moi, je préfère être entrepreneur. D'ailleurs, je suis en train de recruter un DG dans mon groupe qui serait meilleur que moi et pour que moi, je puisse reprendre la créativité de l'entrepreneur. Ça, c'est important aussi. Alors, sur le plan privé,
Tu as la garde exclusive de 2 enfants. Comment tu arrives à concilier un peu le tout? C'est ça qui est génial en fait. Moi, de 8h30 à 19h, je suis chef d'entreprise. Et de 19h à 8h30, je suis le papa, la maman, les courses, les fringues, les vacances, les réunions. Et c'est ça qui structure. On voit trop de gens qui s'arrêtent à un seul pilier, le pilier professionnel. Et ils finissent en burn-out ou autre. Il faut équilibrer. Et d'ailleurs, moi, je veux transmettre ce goût d'entreprendre à mes filles, cette valeur du travail. Et donc, ce sont des équilibres très sains. Donner le goût, les valeurs du travail. Quand on entreprend, c'est pour l'argent, mais pas que. Les gens qui pensent que c'est pour l'argent, ils se trompent. En général, ceux-là, ils n'en auront pas. Et l'argent, c'est la conséquence. C'est aussi l'étalon, puisque effectivement, l'entrepreneur qui réussit, il a de l'argent. Mais ce n'est pas l'enjeu. Moi, j'ai cédé la majorité de mon capital à un fonds d'investissement en 2019. J'aurais pu arrêter de travailler, pas du tout. J'ai aucune passion de riche, je ne sais pas conduire un hélicoptère, je ne sais pas jouer au golf. Et donc, par contre, je sais entraîner des équipes, je sais continuer à façonner. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Et tu sais entraîner les jeunes, c'est ce qui est formidable. Et justement, maintenant, c'est la question nouvelle génération. Bonjour John. Bonjour Patrice. Bonjour Hervé. Bonjour. La question que j'ai pour vous, c'est aujourd'hui, chez les jeunes patrons, est-ce que les attentes d'un événement et les méthodes de rencontre ont-elles évolué? Alors, elles ont évolué essentiellement post-Covid. En fait, le Covid a rebattu les cartes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de télétravail et donc on a envie encore plus de se voir. On a encore plus envie de créer un lien relationnel. Parce que n'oublions pas que le business, c'est avant tout un lien humain. Et donc, faire en sorte que le cerveau rationnel, le mental et que le cerveau émotionnel se confrontent, se jugent et valident une relation, valident un échange, valident un business. Et donc, depuis quelques années, on sent un engouement sur le présentiel parce que justement, il est de plus en plus coupé. Et d'ailleurs, on en revient, les grandes entreprises américaines ou européennes commencent à se dire que oui, il y avait une économie de coûts sur l'immobilier, mais il y a une baisse de la productivité et de l'efficacité des équipes. Donc en tout cas, post-Covid, on voit bien qu'il y a un engouement encore plus fort sur l'événementiel présentiel. Il est à fond, il est à bloc, mon Hervé. Merci beaucoup à toi de ta présence. Merci, avec plaisir. Merci. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui Jean-François Rimoux, directeur de la communication et de la RSE de chez Clésia, groupe paritaire de protection sociale. Bonjour à toi. Bonjour Patrice, comment vas-tu? Très bien. Tu as l'air en pleine forme. Toujours. Voilà. Et puis, une belle expérience. Belle expérience internationale. Je vais démarrer par ça. Tu as passé 10 ans en Espagne et 2 ans aux États-Unis. Qu'est-ce que ça t'a amené? Une ouverture sur le monde, parce qu'au départ, on rencontre des gens, on n'est pas forcément habitué et ils ne pensent pas forcément pour nous, même s'il y a quand même une base commune. L'Espagne et les États-Unis, ce n'est pas non plus des pays totalement différents. Un regard sur ce qui est l'étranger. Je le dis souvent, en ce moment c'est un petit peu à la mode, mais quand j'étais en Espagne, les relations étaient tendues entre la France et l'Espagne. Et alors que j'étais dans des métiers très très bien, dans la finance et tout, j'ai entendu mais pourquoi tu viens prendre le job des Espagnols? Bon, toute résonance avec des choses qui peuvent arriver en ce moment. Donc voilà, une de ouverture l'expérience, de la vie, de l'ouverture d'esprit, effectivement. Alors ton entreprise a la particularité d'avoir une mission de quasi-service public. La retraite en même temps, en fait, d'évoluer dans un contexte hautement concurrentiel. Ça, je pense qu'on peut le dire, l'assurance. Alors, comment on peut développer de la valeur dans ce contexte? On cherche un point commun déjà. Effectivement, c'est 2 métiers différents. Alors, l'entreprise a beaucoup évolué, Clésia, mais j'ai commencé en 2006. En 2006, je me rappelle quand je suis arrivé, le côté retraite complémentaire, qui est donc obligatoire, nos équipes nous parlaient d'assujettis. Les mots ont leur importance, ce n'est pas à quelqu'un de la communication comme toi que je vais l'expliquer. Aujourd'hui, effectivement, groupe paritaire de protection sociale, il y a de la retraite complémentaire, il y a de l'assurance qui est très très concurrentielle. Et donc on cherche un point commun. Le point commun, bien évidemment, c'est le client final. Donc passer de l'assujetti au client, c'est une certaine transformation, je ne te le cache pas. Mais aujourd'hui, on est totalement paré pour ça. Alors on en a parlé en introduction, tu as plusieurs carrières sur les marchés financiers internationaux, entrepreneur, tu as aussi été directeur commercial, pour aujourd'hui être DIRCOM, avec une relation très particulière
excessivement forte avec ton directeur général, qu'on salue d'ailleurs, Christian de Labrelli. Qu'est-ce qui t'a conduit à une telle carrière? Eh ben justement, en fait, toute ma carrière, j'ai plutôt travaillé pour des hommes que pour des entreprises. Je ne te le cache pas. Des gens inspirants, des gens qui m'ont fait croire en des projets. Si on reprend le dernier en date, donc Clésia, en 2006, on est 400, ça fait 500 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est à 14 milliards, on est 2900, bien évidemment, ce n'est pas la même boîte. Donc voilà, j'ai eu la chance de faire 3 rencontres dans ma vie qui, à chaque fois, m'ont été inspirées. Oui, Hubert Moncoudiol chez Car Future en Espagne, Jaime Cray, ça, c'est de l'espagnol aussi, il n'y a pas de doute, sont des gens qui m'ont inspiré et qui m'ont fait confiance, en me donnant des missions où j'étais sans doute très jeune à une époque. Enfin, voilà, j'ai toujours trouvé des gens qui m'ont fait confiance et que j'avais envie de suivre et de bâtir ensemble. Donc, je crois que c'est le point commun dans toute ma carrière, malgré les métiers très, très différents. Beaucoup de talent également chez Jean-François Rimoux. Le talent, pour toi, c'est quoi? C'est d'être à l'écoute, c'est d'être curieux. C'est d'être curieux, c'est d'écouter. Écouter parce que, en fait, on n'est jamais face à une situation inconnue. Je te parlais tout à l'heure de cette transformation d'équipe qui parle d'assujettis, il y a des gens qui vont aux clients. Quand on se retrouve face à ça, on se dit il n'y a qu'à moi que ça arrive. Et puis après, on regarde un petit peu, on écoute ses pairs. Je me rappelle à l'époque avoir énormément parlé avec les équipes de France Télécom. Orange aujourd'hui, changement qui n'a pas été fait sans heurts, on s'en rappelle, mais qui a été impressionnant. Et donc, on va voir à l'extérieur, on va voir ce qui se passe, même si ce n'est pas du tout les mêmes business. Pour moi, c'est ça. C'est être un réceptacle et puis après l'adapter pour ses propres problématiques. Et puis Jean-François Rimoux, il aime transmettre. Alors justement, c'est le moment de la question nouvelle génération. Bonjour John. Bonjour Patrice. Bonjour Jean-François. Bonjour Don. La question que j'ai pour vous, en tant qu'assureur, avez-vous senti une évolution en termes des demandes pour vos clients? Sur la jeune génération, oui, très clairement, et on le voit sur plein de domaines de la société, on a en même temps une jeunesse qui n'a jamais été aussi ouverte, mais qui en même temps n'a jamais été aussi individualiste. Or, l'assurance, ça commence par la solidarité. Si c'est la retraite, c'est les jeunes qui payent pour les vieux. Si c'est la mutuelle, c'est les bonnes santé qui payent pour les malades en attendant qu'un jour on soit malade. Et bien ça, on voit bien qu'aujourd'hui, la nouvelle jeunesse a du mal avec ce concept-là. On est plus dans l'immédiateté. Alors c'était vrai avant aussi. Quand j'avais 20 ans, ma première fiche de paye, je me souviens d'avoir vu Assurance Vieillesse. Je me demandais pourquoi on me piquait du fric. Mais ça se caractérise énormément. Et le fait pour nos organismes d'être sans but lucratif, aujourd'hui n'est plus du tout une excuse pour ne pas avoir le même service client, etc. Beaucoup d'exigences. Et quand même, il faut le dire, beaucoup d'individualisme, sous découvert d'une ouverture sur le monde qui est réelle aussi, mais c'est antagonique, mais c'est ce que je vois. Merci infiniment Jean-François Rimoux d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci à vous deux.